Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce déjeuner organisé par BAM Femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Je suis ici avec mes invités Maha, Béa, Sophie et Anne-Clotilde et je suis vraiment ravie qu'elles sont ici et je les laisse les présenter elles-mêmes. Maha, j'aimerais bien commencer avec toi. Bonjour Isabelle, je m'appelle Ma, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 petites filles de 4 et 6 ans et je suis la fondatrice de l'agence de performance de réseaux sociaux MKKM. Et tu es aussi la vice-présidente Oui, bien de sûr, Femmes. et je suis la vice-présidente de Femmes, bien sûr. Super, merci Maha. Ouais. Béa. Alors bonjour, moi je m'appelle Béa Ercolini parce que je trouve que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne doit pas dire notre nom de famille. Dans le networking, c'est ma spécialité. J'ai créé un cercle d'affaires qui s'appelle BABI, avec beaucoup d'entrepreneurs parmi les membres, mais le Covid, ça sert à ça. J'ai vraiment créé un gros programme destiné aux femmes leaders, aux femmes CEO, aux femmes managers, et je vous le présenterai dès ce printemps. Super, merci Béa. Sophie. Bonjour à toutes, Sophie Lequier. Donc moi je suis mariée, maman de 2 enfants de 4 et 7 ans. Et en dehors de ça, je suis aussi partenaire au sein de Deloitte Consulting avec une spécialisation dans tout ce qui est implémentation système. Super, impressionnant. Anne-Clotilde. Et bonjour, je suis Anne-Clotilde Picot, je vais aussi dire mon nom. Moi aussi j'ai 2 enfants, mais ils sont beaucoup plus grands, ils ont 12 et 17. Et quand je ne suis pas en train de m'occuper des enfants de 12 et 17 ans, je travaille pour IKEA Belgique, où je suis depuis à peu près 2 ans en charge de l'équipe qui s'appelle Business Development et Transformation chez IKEA, donc pour la Belgique. Super. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a sûrement beaucoup, moi je m'appelle Isabelle Verstraete, je suis maman de 2 jeunes filles de 18 et 19 ans, donc pas si jeunes que ça. Et à côté d'être présidente de Femmes, je suis stratège de marque, je lance un livre, je suis auteure d'un livre qui s'appelle Does Your Brand Care, qui va sortir demain. Et j'ai développé une méthodologie de Care Principles qui aide les sociétés à prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Et dans cette turbulences dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, c'est important. On ne va pas parler aujourd'hui de cette turbulence-là, mais on va quand même parler des chiffres qui sont assez effrayantes et assez dramatiques pour les femmes sur le lieu de travail. Il y a l'année passée, le Forum économique a sorti un rapport, le Gender Report, qui indique que cela va prendre encore 100 ans si on continue à ce rythme-ci pour atteindre une égalité des sexes. Un autre rapport de McKinsey aux États-Unis, parmi 25 000 personnes, indique qu'une femme sur 4, donc 25% des femmes qui travaillent au C-level, donc le niveau le plus élevé dans les sociétés, envisage de quitter son emploi. Vous voyez ici à l'écran, c'est des chiffres incroyables, mais aussi une étude de Deloitte, comme Sophie, on va en parler juste après, indique que 7 femmes sur 10 trouvent que le corona va ralentir leur carrière. L'étude de Deloitte était dans 9 pays mondiaux, mais aussi en Belgique, les chiffres ne sont pas glorieux. Le Service national de l'emploi confirme que depuis le confinement, le congé corona est pris par 75% des femmes. Donc avant, il y avait plutôt une parité homme-femme dans le congé paternel, c'est ça qu'on dit ? Parental, le congé parental, mais je suis désolée. Mais maintenant, le congé corona est pris par 75% des femmes. Donc, c'est des chiffres assez dramatiques. Dès qu'on a appris ces chiffres-là, j'ai tout de suite décidé de collaborer avec des autres femmes, avec des experts, avec des grandes sociétés pour voir comment on peut vous aider. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et on n'a pas grand-chose à fêter en tant que femme. Et on veut toutes vous aider avec des astuces, des conseils, des tips and tricks vraiment très concrètes. Donc, j'aimerais bien demander à les femmes ici autour de moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'aimerais bien commencer avec le sujet personnel. Anne-Clotilde, au niveau personnel, qu'est-ce que les femmes peuvent faire
pour toute la pression qu'on sent aujourd'hui pour mieux le gérer? Qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Mais en fait, je trouve que d'un point de vue personnel, moi, je me suis rendu compte que ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir du temps qui est dédié à moi. Parce qu'on a l'impression que travailler à la maison, c'est super pour l'équilibre vie privée, vie personnelle et vie professionnelle. Et en fait, je ne trouve pas, parce qu'on travaille presque tout le temps, finalement. Donc, assez vite, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette une petite routine de moments vraiment privé. Pour moi, bon, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, pour moi c'est très tôt le matin, je fais un peu d'exercice, après je sors, je vais marcher ou je vais courir et j'ai vraiment besoin de cette demi-heure où je suis toute seule à écouter la radio ou à écouter des podcasts, à l'extérieur, à prendre l'air, parce que parfois c'est le seul moment de la journée où je mets le nez dehors et je me rends compte que quand je l'ai pas, c'est très important. Et l'autre truc que j'essaye de faire, c'est de la méditation. Alors moi, je n'ai pas du tout un tempérament très zen, quoi. Je suis plutôt, c'est pas maître yoga, quoi. Donc je suis pas sûre non plus de donner des grands conseils, mais j'ai pris une app, ça s'appelle Headspace, il y en a plein sur le marché, et en fait, j'essaye de m'appliquer à 5 ou 10 minutes par jour, à respirer lentement, me concentrer, et je me rends compte que quand je le fais, je commence ma journée plus calmement, plus posément, je suis plus à même, je dirais, de relativiser certaines choses. Donc pour moi, ça marche. Mais je crois que le principal, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour moi et comment me créer cette petite bulle personnelle, en fait, où j'ai de l'espace, même si je suis à la maison dans mes 4 murs, même si toute la famille est là dans le même espace. Je comprends. Béa, comment est-ce que toi tu le fais? Alors Anne-Clotilde a parlé de podcast. Moi, j'ai écouté tout ce que je pouvais de Esther Perel, qui est une Belge, qui est une star aux États-Unis, qui a plus de 21 millions de vues sur ses TED Talk, etc. et qui est spécialisée dans la relation et notamment à la base dans la relation de couple. Donc je dois dire que ça m'a bien aidé de lire des choses Esther ou d'écouter ce que dit Esther par rapport au fait de partager un appartement avec une famille, enfin clairement avec mon partenaire, mettre les balises entre mon terrain, ton terrain, mon temps de travail et puis quand c'est fini, etc. Donc moi je le recommande à tout le monde. Et puis puisqu'on est le 8 mars et que j'espère qu'un de ces jours on va quand même un peu déconfiner, il y a quelque chose que je fais aussi, mais depuis longtemps, j'ai envie de dire, c'est que je travaille aussi dans un coworking. Et je pense que quand on a passé presque un an à bosser tout en remplissant le lave-vaisselle et en sauvant les meubles parce que la machine à laver coule, en réunion, etc. Et notamment quand on est une femme, c'est utile de s'offrir fût-ce quelques jours par semaine dans un coworking. Alors, avec le masque, etc. Et d'autant que, alors ça dépend bien sûr de si vous êtes indépendante, si vous êtes salarié, mais il y a aussi des primes de la région. Je sais qu'il y a une prime de 450 € quand on crée un nouveau projet, etc. Et aujourd'hui, j'ai regardé un peu, les coworking font des prix vraiment sympa, ça commence à 100 € par mois. Il y a aussi 2 coworking, j'ai envie de citer. Alors celui où je suis, Topos, il est super chouette. Je suis avenue Louise, mais il y en a 5 à Bruxelles. Et puis aussi, il y a 2 coworking de femmes qui sont apparus juste avant le confinement. Il y a Womanly qui est à Oudergem, à Woluwe. Et puis Urban Woman qui est plus 1000 Bruxelles, Place Stéphanie, etc. Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'être en contact, même distancié, avec des femmes et d'échanger. Sophie, tu vas travailler aussi dans un coworking ou comment tu fais chez Deloitte? Donc chez Deloitte, on est obligé de se tenir aux mesures qui sont en vigueur pour le moment, donc c'est-à-dire le téléworking est la norme. On peut aller au bureau, mais ça demande toute une série d'approval, etc., pour pouvoir rentrer dans les bâtiments. Et quelque part, en plus de tout ce que j'ai entendu, qui est aussi des choses que j'applique personnellement, moi, ce qui est important pour tenir le coup dans cette situation, c'est beaucoup de bienveillance envers soi. Et quelque part, c'est facile d'être très exigeante envers soi-même parce que on travaille à la maison. En plus, tout le monde est à la maison, donc ça peut vite devenir le bazar. Et on aimerait que la maison soit rangée, que les lessives soient en ordre, etc. Et je pense qu'en fait, il faut justement pouvoir lâcher un peu de prise et dire, OK, c'est pas parfait, et c'est très bien. Donc, c'est vraiment avoir beaucoup de bienveillance envers soi. Et la deuxième chose, c'est aussi arrêter de, quand on se demande comment vas-tu, de facto dire très bien. Moi, maintenant, il y a des fois où je dis, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. J'en ai jusque-là. J'arrive plus à gérer tout ce que je dois faire. Et ça déclenche d'autres discussions, en fait. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul dans la situation. Et donc, ça m'aide à continuer ma journée en disant, OK, c'était une mauvaise journée, mais j'ai beaucoup d'espoir que demain, ça ira beaucoup mieux. Voilà.
C'est bien, un peu d'honnêteté dans notre vie, c'est pas Vraiment. mal. Maha, tu as 2 petites filles, je sais Ouais. que tu gères ton propre agence. Comment Ouais, tu fais? Alors, moi, c'est un peu différent. C'est vrai que j'ai le luxe de pouvoir aller au bureau parce que j'en ai besoin. J'ai tous mes dossiers qui sont là. J'avoue que le premier confinement, j'étais tout le temps à la maison. Mais bon, avec 2 petites filles à la maison et tout, c'est dur. Donc là, même si je vais au bureau et que je suis toute seule au bureau, bah, juste le fait d'aller jusque-là, ça fait du bien. Oui, j'ai 2 petites filles, donc moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, qu'on soit indépendant, entrepreneur ou une femme avec des ambitions, que ce soit à sa famille ou investir dans une nounou. C'est vrai que moi j'investis, j'ai une nounou depuis 4 ans. Si elle n'était pas là, honnêtement, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait, puisque si on veut faire aussi des choses à côté professionnellement, il faut avoir du temps, ou comme dit Anne Clotilde, il faut aussi avoir du temps pour soi. Et c'est important avant d'aller plus loin. Et au niveau privé, j'ai pas d'origine allemande, mais j'ai des process pour le privé comme pour le boulot. Donc, je pense qu'en tant que jeune maman et entrepreneur, je suis quasiment obligée. Je sais, comme, je sais pas, nous, on a tous les mardis les réunions d'équipe, bah, je sais que tout le mardi, toute ma lessive doit être prête parce que la femme de ménage vient pour repasser le mercredi. Et j'ai des process qui doivent être respectés toutes les semaines. Donc planifier, prendre du me-time et de temps en temps dire fourte, un peu moins de perfection, c'est peut-être des bonnes leçons à tirer. Malheureusement, dans l'étude de Deloitte, ça a également montré que 65% des femmes doivent désormais s'occuper davantage des tâches ménagères. Et c'est aussi ce qu'on entend autour de nous. On en a parlé juste avant le démarrage de cette émission. Comment est-ce que vous faites chez vous, Sophie? Ben, moi, je travaille beaucoup par téléconférence, donc je suis en général tout le temps au téléphone. Et ce que j'ai pris le pli de faire, c'est que toutes les réunions, je ne suis pas censée, moi, être active ou présenter ou parler. Donc, il y a certaines réunions où je les fais sur mon téléphone et je suis soit derrière ma planche à repasser, soit en train de remplir mon lave-vaisselle ou faire ma vaisselle. Parce qu'au moins, ça m'évite de me dire, OK, j'ai toute ma journée à tirer, et puis après encore, je dois m'occuper des tâches ménagères. Il y en a certaines que j'intercale dans la journée. Ça dérange personne, et moi, ça me met de bonne humeur aussi pour avoir justement du me-time à la fin de la journée. Donc voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Super. Maha, comment est-ce que toi tu fais? Moi, c'est à l'allemand, tout est organisé. Oui, moi, tout est un peu comme Sophie. Quand je suis à la maison, je fais pareil. Hein. Quand j'ai des réunions, je fais tout ce que je peux, puisqu'on est en mute. Et puis, on écoute quand même la réunion. Et à la fin de la journée, bon, c'est déjà ça qui est passé. Oui, je comprends. 29% des répondantes estiment qu'elles doivent toujours être disponibles. On est maintenant, parce qu'il y a un flou entre work-life, on est tout le temps à la maison, et donc il y a plus de vie privée, de vie professionnelle, tout est un peu flou. Béa, comment est-ce que tu gères ça? Moi, j'ai jamais rien fichu à la maison. Je me suis débrouillée pour avoir des hommes qui faisaient. Et là... Avec le confinement, on est à 50-50, mais c'est mon maximum. Je n'irai pas au-delà. C'est pas possible. Sinon, effectivement, moi j'ai remarqué, c'est un petit détail, mais on adore être dans la même pièce. On aime bien travailler ensemble. Mais en même temps, il n'y a rien de pire que vous êtes dans un truc un peu compliqué, un mail, etc. Et l'autre vous dit, tiens, au fait, qu'est-ce qu'on mange ce soir et tout. Donc, voilà. Et donc, on a prévu des petits signes. C'est-à-dire, j'ai un vase vintage avec du muguet dessus, et je le mets, ça veut dire ne pas déranger. Et lui, il a un petit drapeau, et je sais que je ne dois pas non plus lui parler de tel article que j'ai lu, etc. Voilà. Anne-Clotilde, tu as aussi un drapeau à la maison qui t'indique de ne pas me rentrer ou... Non, moi j'ai pas de drapeau à la maison, mais alors moi je suis pas comme Mara, c'est pas à l'allemande chez moi, c'est plutôt très désorganisé. Et en fait moi ce que j'ai appris là-dedans, c'est aussi sur certains trucs à lâcher un peu prise. Donc ça rejoint ce que tu disais, Sophie. D'habitude, par exemple, sur l'alimentation, je suis un petit peu obsessionnelle. Il faut que les enfants mangent sainement, etc. Oui, mais ça, sur l'alimentation, je suis très cool. Hein. Je commande voilà. à tout va. Hein. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire. Moi, pas. C'est ce que j'allais dire. Pas à tout va, mais j'avoue que j'ai un peu dédramatisé. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Et si c'est pas prêt, voilà. J'ai dédramatisé le takeaway. Surtout qu'il y a 2 ou 3 endroits que j'aime bien dans mon quartier. Et je me dis quelque part que commander chez eux, c'est aussi... participer à ma toute petite échelle à l'effort collectif de la communauté. Et donc voilà, plutôt essayer de prendre les choses un peu plus cool. Je dis pas que j'arrive tout le temps, mais voilà, j'essaye. Ok.
c'est des super exemples et tout ça, c'est très chouette, mais on doit avouer qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression des employeurs sur les employés qui travaillent maintenant à la maison. Dans l'étude de Deloitte, 41% des femmes disent qu'elles ne veulent pas prendre la promotion parce qu'elles ont peur du work-life balance qui ne va pas être respecté. Donc, la responsabilité des employeurs et des sociétés, c'est quand même énorme. Et là, il y a vraiment une responsabilité très, très grande auprès des employeurs. Et j'aimerais bien un peu parler d'IKEA et de Deloitte, deux cultures très, très différentes, j'imagine. Sophie, chez toi, Deloitte, vous faites comment? Vous êtes en consultance, plutôt masculin? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est un monde très, très dur. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que, en effet, je pense qu'il y a peu de femmes pour le moment dans le top management. Donc, même si on a autant de femmes qui rentrent après les universités, ça diminue avec les échelons. Maintenant, on en est tout à fait conscient et on prend action pour ça. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est d'avoir des rôles modèles, c'est à s'assurer qu'on puisse échanger les bonnes pratiques. C'est ce que j'en discutais avec Béa avant de commencer. Moi, je ne serais pas restée dans la consultance si je n'avais pas quelqu'un qui m'avait dit « Ça va être compliqué quand tu vas devenir maman, il va falloir que tu trouves de l'aide, il va falloir que tu t'organises, mais ce n'est pas impossible. » Donc, c'est avoir ce genre de dialogue tout à fait ouvert en disant « Mais qu'est-ce qui va marcher pour toi qui permet que tu restes ?» Et en plus, dans le contexte, j'ai envie de dire, Covid et pandémie, je pense qu'on a quelque chose qui est très bien, qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas toujours bien connu, c'est on peut avoir de l'aide de la part de professionnels. Donc, par exemple, on travaille avec Securex, qui travaille avec des coachs, ils ont des coachs mentaux. Et personnellement, moi, j'ai eu un événement très difficile dans ma vie il y a 3 ans, qui faisait que quand je me retrouvais dans certaines situations professionnelles, j'avais des maux de tête assez terribles, etc. C'est en travaillant avec ces coachs-là que j'ai pu revenir à mon niveau, pouvoir travailler, mais c'était grâce à mon employeur. Et je pense que ça, les gens ne savent pas toujours que c'est là, que c'est pour eux, mais en tout cas, c'est une des choses aussi que Deloitte met à disposition, c'est accès à ces professionnels de la santé aussi. C'est bien qu'un employeur offre des coachs pour aider les personnes avec des problèmes mentaux. Oui. Anne-Clotilde, IKEA, c'est une toute autre société, une toute autre culture interne, scandinave à la base. Et tu es depuis plus que 20 ans, je crois, dans la société. Donc, j'imagine que tu as vu une évolution en interne aussi, comment IKEA gère ses employés. Comment est-ce que tu le ressens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'IKEA fait? Et qu'est-ce que les gens qui nous regardent, et j'espère surtout être inspirationnel par rapport à des autres employeurs qui sont en train de regarder, qu'est-ce qu'on peut apprendre chez IKEA? Mais je pense que tu as raison. Alors, c'est probablement une culture différente à la base, même si je ne connais pas très bien Deloitte. Chez IKEA, c'est vrai que le bien-être des collaborateurs, c'est à la base de tout depuis le départ. Donc, si j'ai vu une évolution, je dirais que c'est plutôt une évolution avec les moyens qui sont mis en place, qui sont liés à l'évolution de la société. Mais ça, c'est resté très, très au cœur. Aujourd'hui, je trouve que, avec cette crise, il y a une chose que j'ai trouvée assez formidable. C'est le développement de tout ce qui était formation en ligne. En fait, il y a eu un moment donné où on s'est tous retrouvés à la maison, coincés, magasins fermés, etc. Et là, mes collègues des ressources humaines, que ce soit au niveau global ou pays, ont investi des efforts phénoménaux pour développer complètement l'offre de formation en ligne. Alors, ça va du super technique, compétences nécessaires pour une certaine fonction, à des choses qui étaient autour de la résilience, du leadership, même du mindfulness. Donc, il y a une offre vraiment large, accessible à tous, même sur nos téléphones. Et je trouve que ça, c'est un chouette moyen. C'est sûr qu'on est une grosse société, on peut mettre des choses en place. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui tellement de choses. Béa, tu disais aussi les podcasts d'Esther Perel, par exemple. Il y a tellement de choses qui sont accessibles gratuitement aujourd'hui que même pour une petite structure, on peut aller piocher des contenus relevants et dire quelque part, OK, on n'a pas forcément nous-mêmes la compétence pour aider, mais ou bien aller la chercher chez un coach, ou bien aller la chercher sur Internet. Il y a des moyens pour soutenir les gens. Et je pense que juste d'ouvrir cette porte, c'est déjà énorme. Et puis, parce qu'on en avait parlé, je voulais parler d'une initiative individuelle d'une de mes d'une de mes collègues, que je trouve super magnifique.
C'est quelqu'un qui vient des magasins et qui vient d'arriver dans notre bureau. Donc, elle est arrivée en Covid, on ne se voit jamais. Et je pense que ça lui a pris quelques semaines avant de comprendre que ce qui nous manque beaucoup, c'est d'être ensemble. Et chez IKEA, c'est très important d'être ensemble, en fait, le côté collectif. Et elle a mis en place un truc tout bête. Tous les vendredis, elle organise une dance party. Elle nous envoie un lien pour une chanson sur YouTube. Elle envoie un lien pour une réunion Teams. Vient qui veut, on met la musique chez nous, on se branche sur la réunion et on danse. Alors moi, j'ai pas pu y aller encore. Grande frustration. Mais je trouve que c'est génial de se dire, il y a moyen de toutes petites choses pour recréer du lien et aussi pour lâcher prise un peu, dédramatiser. On travaille tous très dur, mais de temps en temps, on peut s'amuser un petit peu ensemble. Ça, je trouve ça super. Donc, je voulais lui rendre hommage, en fait. C'est super, c'est super. La prochaine fois, je participe aussi à la danse. Je vais envoyer le lien. Ça me manque tellement de danser un peu. Super. Alors, j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi, Mara, parce que toutes les femmes sont sous pression, c'est sûr et certain, et les chiffres le démontrent. Mais dans cette crise sanitaire, c'est surtout aussi les femmes d'origine étrangère et les femmes un peu de tout horizon qui souffrent encore plus. Tu as souvent parlé maintenant de la méthodologie allemande, mais tu n'es pas allemande Pas du tout. Tu es d'origine libanaise. Tout à fait. Je suis d'origine libanaise. Je suis arrivée, je parlais pas français. Je suis arrivée ici, j'avais 6 ans. J'apprenais le français de 7 à 8 heures avant de commencer mes cours la journée. Donc, jusque là, ça a été. C'est plutôt quand on rentre dans la vie active. Le fait d'être d'origine étrangère, pourtant, oui, je parle très bien français là, mais c'est quand on finit ses études et qu'on commence à postuler pour entrer dans la vie active. Je sais que même en 2021, moi, je m'appelle Maha Karim, ou si je prends Sophie Dupont, mais c'est un nom commun, à CV égal, on va toujours favoriser le belgo-belge. Je le sais, puisque j'ai des amis qui sont dans le recrutement de grandes banques qui me disent même, ça va même au-delà d'étrangers. Ça peut même dire, on ne prend pas d'italien ou d'espagnol, on préfère un nom bien belgo-belge. Donc ça, c'est vraiment un cap à passer. Je sais que j'ai pris très longtemps à trouver mon premier job. Ça m'a pris 7 ou 8 mois, mais pourtant j'avais des bons diplômes. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, c'est comme tout le monde, on doit se prouver, grimper les échelons. Et puis cette différenciation, c'est vraiment une différenciation. On peut devenir une force parce qu'il y a une culture, on a beaucoup d'autres choses qu'on peut aussi apporter. Donc le début est difficile, mais après, on peut vraiment faire une force. Béa, toi aussi, tu travailles avec beaucoup de femmes d'origines différentes, de tous les niveaux dans la société, jusque vraiment des endroits du C-level. Est-ce que toi, tu as encore des conseils à partager avec nous ? Mais je pense à une initiative de Febelfin, donc Fédération belge de finance, qui travaille sur les panels et pas les manels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas bien parce qu'on n'est que des femmes, donc je vais dire exactement le contraire de ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire travailler avec des femmes. Aujourd'hui, en principe, quand on organise un panel ou une conversation et qu'on veut être dans la diversité, il faut penser aux 5 piliers de la diversité. Alors effectivement, il y a l'origine ethnique, il y a homme-femme et tous les genres entre les deux. Il y a l'âge. Ça va, je fais la vieille aujourd'hui, il n'y a pas de problème. et le handicap. Et donc, je pense que c'est important, quand on veut représenter la société, de voir de quoi est composée cette société. Alors, chez BABY, je pense qu'on a globalement pas mal de diversité, et j'en suis ravie, mais peut faire mieux. Et puis, on a un membre garçon qui est très malin, parce que quand il vient, on ne voit que lui. Voilà. C'est comme chez femmes. On a aussi, de temps en temps, on a des hommes qui nous rejoignent et c'est super bien parce qu'on n'est pas du tout anti-hommes. Et on a surtout besoin des hommes aussi pour trouver les solutions. On doit le faire ensemble, c'est sûr et certain. Alors, on a un peu parcouru certains chiffres. On ne va pas aller plus loin dans les chiffres. Je veux juste encore faire un dernier tour de table parce que Deloitte, même dans l'étude, offre 6 conseils très très clairs et très en avant dans un monde post-Covid qui peuvent aider les femmes. Le premier conseil, c'est offrir le travail de manière très flexible, que les femmes peuvent elles-mêmes décider quand et comment elles travaillent. Deuxième conseil de chez Deloitte, c'est Leading with Empathy and Trust.
très important, évidemment. Troisième, la promotion du networking et du mentorship. On en a déjà un peu parlé ici. Le networking Femmes, c'est une organisation de networking. BAB, c'est une organisation du networking. Et le mentorship, je crois qu'on peut toutes l'utiliser aujourd'hui. Quatrième conseil, create learning opportunities. Long life learning, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui maintenant. Tu en as parlé, ça peut être avec des podcasts, ça peut être avec des applications, ça peut être dans des choses comme la méditation, ça peut être dans des choses qu'on apprend, apprendre une autre langue ou quelque chose mais qui te sort un peu du day-to-day quotidien. Et il y a encore deux autres conseils qui sont dans l'étude de Deloitte. Mais j'aimerais bien faire encore un petit tour de table. Quels sont vos conseils finalement à toutes les femmes et tous les hommes qui nous regardent aujourd'hui? Sophie, qu'est-ce que tu fais bien encore? J'ai envie de dire, tout en étant fortement aligné avec les conclusions de l'étude, moi je pense qu'au niveau de Deloitte, on travaille de manière flexible. Donc en effet, c'est vraiment de pouvoir gérer son agenda, pouvoir caler, maintenant on ne sait plus le cas, mais quand on devait faire du homeschooling, dire peut-être que de 2 à 4 ou à 5, je ne suis pas disponible parce que je m'occupe des enfants. Et je pense que ce qui est toujours important, et c'est parfois là où en tant que femme on n'ose pas toujours le faire, c'est être tout à fait transparente par rapport à ça. C'est oser dire de 2 à 5, je ne suis pas disponible parce que je m'occupe de mes enfants. Et quelque part en disant, en étant totalement transparente, on gère les attentes des gens autour de nous. Et je pense que c'est toujours ça qui nous permet d'avancer. Donc vraiment, osez vous affirmer, être maître de votre agenda et dire, OK, il y a des choses que moi, qui sont non négociables dans mon agenda et ce sont celles-ci. Et vraiment être très transparente à travers ça. À propos de ça, pardon. Super. Anne-Clotilde. Moi, je crois qu'une des choses qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est la conversation à la machine à café. Et c'est la capacité à rencontrer d'autres gens et à juste être inspiré comme ça. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit des cafés virtuels, nous, on se réunit une fois par semaine, juste avec une tasse et on parle de tout et de rien, ou des moments d'inspiration où on partage ce qu'on a vu, ce qu'on a lu qui nous intéresse. Tout ce qu'on peut faire pour nourrir un petit peu et que notre univers ne se réduise pas au Teams meeting et à faire la vaisselle après. Donc vraiment essayer de garder le plus possible cette ouverture. Super. Béa. Je vous invite au Zoom du mardi chez BAB. Parfois, c'est à l'heure du petit déjeuner, parfois, c'est à l'apéro. Je vais vous envoyer une invitation. Il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, avec mon passé de journaliste, etc., c'est que le pouvoir politique est tellement émietté et que les décisions ou les progrès sont aux mains des entreprises. Et ce réseau-ci, en plus, au-delà de l'aspect entreprise, ce sont des personnes qui sont juste à la charnière entre leur marque, leur entreprise, mais aussi les besoins du public. Et vous avez le pouvoir de faire progresser la société. You got the power. C'est un magnifique réseau. Voilà. Do it. Just do it. Maha, qu'est-ce que tu peux nous donner encore comme conseil? Moi, je pense que c'est quelque chose que j'utilise moi, mais que ça peut être valable en fait pour des hommes ou des femmes, pour les deux. Plus par rapport à la carrière et puis même, moi en tant qu'entrepreneur, je suis associée avec mon mari par chance. En fait, on a des compétences complémentaires et je pense qu'il faut s'associer avec des personnes qui ont des compétences complémentaires, mais pas les mêmes ambitions au final. Parce que sinon, ça peut porter préjudice à un moment. Je prends l'exemple très concret. Malgré que je suis la fondatrice de l'agence, aujourd'hui, c'est lui le CEO. Je n'ai pas l'ambition d'être CEO parce que c'est un autre métier. Et moi, je suis CMO et ça me convient très bien. Donc, compétences complémentaires et ambition finale aussi différentes. Parce que hommes et femmes ou femmes et femmes, du coup, peuvent être complémentaires à ce moment-là. Super. Bon conseil. Merci. Très bon conseil, en effet. J'aimerais bien encore remercier Deloitte particulièrement parce que dès qu'on a appris ces chiffres dans ces études qui sont quand même assez effrayantes, j'ai appelé Deloitte pour nous aider et pour sponsoriser cet event-là. C'est la raison pour laquelle vous pourrez regarder ceci maintenant gratuitement. Et un grand merci à Sophie et un grand merci à toute l'équipe de Deloitte qui nous regarde maintenant dans la pause de déjeuner. Merci Béa, merci Mera, merci Sophie, merci Anne-Clotilde, merci Isabelle. Merci tout le monde à la maison qui nous regarde maintenant. Restez positifs, on va s'en sortir. Soyez clairs, communiquez clair et de temps en temps dansez un tout petit peu. Ou beaucoup. Et on espère être sortis de cette pandémie bientôt.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.